Monsieur Denis, Madame Gendard, Monsieur Morera, Madame Amar, Monsieur Bonnet-Meyer, Madame Kalatassane, Monsieur Mahé, Madame Bussolo-Pons, Monsieur Alté, Madame Marteneau, Monsieur Soronellas, Madame Cacher, Monsieur Page, Madame Ovaldé, Monsieur Pilon, Madame Pérouse, Monsieur Havé, Madame Personne, Monsieur Carrard, Madame Ancanca, Monsieur Jacobi, Madame Abadi, Monsieur Samoura, Madame Martial, Absente mais un pouvoir. Monsieur Hamache, Madame Amimer, Monsieur Ben Saïd. Absent mais pouvoir. Que je vous remets. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir cette séance et nommer un secrétaire de séance. Monsieur de Chauvigny, ne vous cachez pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Merci, monsieur de Chauvigny. Je soumets à l'approbation le procès-verbal des séances du 21 septembre et 21 octobre 2022. Y a-t-il des observations ? Non. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à son approbation ? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, alors simplement une modification sur l'ordre du jour. Le point numéro 8 est retiré car doit être modifié. En dehors de cela, donc je commence par les informations générales. Rapidement, parce que l'ordre du jour est assez intense. Nous avons 33 points à l'ordre du jour. Donc le premier point, plusieurs informations. La distribution des colis de Noël. Donc comme vous le savez, pour la 3e année consécutive, nous remettrons un colis, nous offrirons un colis à l'ensemble des aînés de la ville, donc les personnes de 68 ans et plus de la ville de Neuilly-sur-Marne, composé de différents mets, salés, sucrés, sur un format qui est un peu différent de celui des années précédentes. Si vous n'avez pas ou si vous ne recevez pas dans les prochains jours et que vous avez plus de 68 ans, 68 ou plus, et que vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à vous signaler auprès du CCAS. Donc les coordonnées sont sur le site internet de la ville pour qu'on puisse l'organiser et vous inscrire. Deuxième point que je voulais signaler, le point sur le collectif lancé Stop Racket Énergie, simplement pour faire un petit point des centaines d'élus, de maires, de parlementaires, de tous bords politiques, et là-dessus j'insiste, on a même eu le candidat à la présidentielle du Parti communiste français, monsieur Roussel, très sympathique de son état, qui nous a... Oui, mais vous n'avez pas soutenu vous, de votre côté, hein, je le précise. Mais même monsieur Roussel nous a soutenu dans notre démarche. Autre point d'information, donc lors du Salon des maires, il y a quelques jours, j'ai pu m'entretenir quelques minutes avec le président de la République, donc pour faire état de la situation actuelle. Plus d'informations donc dans le magazine municipal à venir, et nous aurons un conseil municipal supplémentaire pour acter des mesures qui seront mises en œuvre suite aux propositions des conseils de quartier notamment, donc dans les prochains jours, le 9 décembre prochain. Autre point, plus heureux, le pass jeune citoyen qui a été primé. Nous avons eu le plaisir et l'honneur avec monsieur Chauvigny de nous rendre dans les salons de la présidence de l'Assemblée nationale, à l'hôtel de Lassay, pour recevoir le prix de l'innovation politique territoriale qui a été décerné à cette superbe initiative que nous avions mise en place et qui bénéficie à des centaines de jeunes de 12 à 20 ans. Prochaine session pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y inscrire au printemps. Et Madame Abadi nous fera un petit point sur une initiative que l'on prend, que l'on propose en tout cas, pour poursuivre et notamment renforcer ce dispositif dès le point suivant à l'ordre du jour. Rapidement toujours, on a inauguré un terrain de 3-3, donc c'est du basket, qui a été inauguré au parc des 33 hectares. Alors simplement pour l'information, parce que compte tenu, il y a 2 terrains de 3-3, absolument, merci monsieur Denis, on est allé chercher 80% de subventions sur ce terrain, donc la ville n'aura payé que 20% de l'ensemble, c'est énorme. On a pris 30%, enfin le conseil régional nous a fait bénéficier de 30% et l'État par l'Agence nationale des sports de 50% du montant total des travaux.
Donc en réalité, on a eu 80% de réduction sur les travaux et je tiens à remercier l'ensemble des équipes et des élus qui se sont mobilisés, des agents de la ville et des élus pour aller chercher ces subventions. L'avant-dernier point sur les informations, le Salon des Arts Créatifs qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 18h. Vous avez des affiches, des panneaux, vous avez l'ensemble des informations qui sont communiquées. Je vous invite à y venir très nombreux. Il y a à peu près 37 stands de créateurs qui seront sur tout l'hôtel de ville. Donc venez nombreux, 10h, 18h. Ce week-end. Et dernier point, le marché de Noël qui lui aura lieu, il faut quand même un peu de gaieté malgré ces temps un peu compliqués, du vendredi 16 décembre au mercredi 21 décembre. Donc selon les jours, il y aura des animations de 12h à 18h ou 21h s'il y a des spectacles. Tout ça de manière modérée, puisqu'évidemment on a dû faire des économies drastiques. Cela aura lieu sur la place Stalingrad, cette fois, en même temps que la fête foraine. Et je précise que la fête foraine paiera elle-même l'électricité, si vous vous posiez la question. Ces points étant terminés, je cède la parole à Madame Abadi, que je cherche du regard, que j'ai en face de moi, sur la création du fonds de dotation Nobilia, mécénat de Neuilly-sur-Marne. À vous, Angélique Abadi. Bonsoir à toutes et à tous. La municipalité a décidé la création d'un fonds de dotation commun à la ville de Neuilly-sur-Marne et son centre communal d'action sociale. Ce projet vise à mobiliser les Nocéens et les acteurs économiques, associatifs et privés autour de valeurs fortes portées par la ville de Neuilly-sur-Marne et son centre communal d'action sociale. Renforcer la solidarité entre générations, promouvoir la participation et l'engagement citoyen, favoriser l'inclusion sociale grâce à la culture, au sport, aux actions locales ou encore renforcer l'insertion professionnelle. Ce fonds collectera et gérera des fonds privés pour les redistribuer au profit de causes et projets d'intérêt général, individuels ou collectifs, qu'il sélectionnera et dont il assurera le suivi. Il pourra également initier ou financer directement ou indirectement des actions d'intérêt général dans les domaines d'intervention énumérés ci-avant, sur le territoire de la ville de Neuilly-sur-Marne. Le fonds pourra accompagner ainsi financièrement les actions et les associations d'intérêt général œuvrant sur le territoire communal et pour le territoire communal. Il est proposé de dénommer ce fonds Nobilia Mécénat de Neuilly-sur-Marne. Les statuts joints en annexe vous présentent les modalités de gouvernance, de fonctionnement et de financement du fonds. Juste une petite précision sur la composition du fonds, il y a une petite coquille dans les annexes. Il sera composé donc de 5 membres, dont Monsieur le maire, et non pas de 5 membres plus Monsieur le maire. Nous sommes invités à approuver la création du fonds de dotation Nobilia Mécénat de Neuilly-sur-Marne, à approuver les statuts du fonds de dotation joint en annexe, autoriser Monsieur le maire à signer les 10 statuts. Il nous appartient d'en délibérer. Merci beaucoup, Madame Abadi. Donc, il s'agit de faire appel aux mécènes pour notamment permettre de poursuivre notre action municipale sans mobiliser de manière trop importante le budget communal. Et d'ailleurs, même, c'est un outil qui permet de développer les missions d'intérêt général sans solliciter le budget communal et qui est mis en place dans beaucoup de villes en France. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Monsieur Amache. Merci, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. En cette période particulièrement périlleuse pour la démocratie, il est important de se pencher sur ce dispositif de mécénat. Il permet certes l'incitation au financement de secteurs qui manquent cruellement d'argent, comme la culture ou l'éducation, mais il manque particulièrement de transparence et de cadre quant à la définition de l'intérêt général. D'ailleurs, l'absence de charte d'éthique pour la politique d'appel de fonds doit attirer l'attention du conseil municipal, car les statuts ne sont pas non plus une déclaration d'amour à la démocratie. La loi et la fiscalité sont devenus des ressorts, parfois ambigus, de la bienfaisance et de l'humanisme. C'est ainsi que si le philanthrope peut être désintéressé, le mécène ne l'est pas. Car parmi les fameuses niches fiscales, la loi Aliagon permet de déduire de ses impôts 60% du don effectué. Cela n'a donc rien de philanthropique. Le mécénat est un instrument parmi d'autres de la stratégie de communication des entreprises, dont ces dernières attendent un réel retour sur investissement et un bénéfice image très calculé. Ces dernières étant à la recherche
d'une image politiquement correcte et d'une visibilité maximale, les donateurs se concentrent, en ces temps de crise et de restrictions budgétaires, sur les actions sociales au détriment de la création culturelle et d'une foule de petites structures, pour une foule de petites structures ou associations. Pourtant, première victime de ces coupes sombres dans les subventions publiques, conséquence des politiques libérales de ces dernières décennies. L'incitation fiscale française pour le mécénat d'entreprise figure parmi les plus généreuses du monde avec sa défiscalisation. Par conséquent, cet abattement coûte 900 millions par an aux contribuables. Plus précisément, ce sont 900 millions d'euros qui financent le bien public, alors même que ce sont les chefs d'entreprise et les puissants qui choisissent la cible de ces financements, en lieu et place des représentants élus. C'est un système déstabilisant pour la démocratie que déléguer la gestion d'une partie de l'argent public aux plus possédants de notre pays. En clair, pour les donateurs, les bonnes œuvres ne doivent pas empêcher les bénéfices et générosité se marie bien avec les dividendes. Cette philanthropie est fille des inégalités car elle est par essence un phénomène plutocratique qui menace nos démocraties et nos services publics en imposant des préférences des plus riches. Les préférences des plus riches. Donc, sachez que les membres de notre groupe seront très attentifs sur la mise en œuvre et sur l'efficacité sociale de ce mécénat pour les nocéens et les nocéennes. Je vous remercie. Merci, monsieur Hamache. Je comprends votre inquiétude et je comprends quelques propos que vous avez dit, mais je veux quand même rassurer tout le monde qu'un industriel pétrolier veuille se racheter une conduite en financement le sauvetage des baleines est une chose. Aujourd'hui, nous, on parle de la ville de Neuilly-sur-Marne et donc il ne s'agit pas d'aller chercher des énormes industriels pour financer telle ou telle politique publique. Ce que cela permet d'éviter, c'est qu'on ait une mobilisation trop importante du budget communal sur des actions et d'avoir un complément. Évidemment, il ne s'agit pas de financer toute une action par le fonds mécénat, mais c'est un complément. Il y a des entreprises qui souhaiteraient, ou en tout cas des acteurs économiques privés qui voudraient aider et en tout cas participer à la vie publique de Neuilly-sur-Marne et qui sont déjà installés. Donc évidemment, il y a des règles, notamment la loi Sapin 2 et suivante, qui cadrent les choses sur la transparence. Les chartes éthiques, vous l'avez signé comme tous les élus qui sont ici présents. Donc, et le cadre législatif, dans tous les cas, est très présent. Je comprends le fait que vous soyez concerné par la situation, mais voilà, on y veillera et c'est dans l'intérêt de la ville en tout cas en cette période encore plus compliquée qu'avant, d'essayer de diversifier ses ressources de manière à pouvoir financer ou en tout cas compléter le financement de politiques publiques. Mais en tout cas, on a bien mis l'intérêt général sur le fronton de ce fonds. Et évidemment, il y aura toute la transparence nécessaire sur la mobilisation des fonds, la provenance et l'ensemble. Donc là-dessus, aucune inquiétude à avoir. Y a-t-il des questions autres? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Okay. Merci. On passe au point suivant. Alors pour moi-même, le protocole de rappel à l'ordre avec le parquet de Bobigny. Donc le rappel à l'ordre, c'est un outil qui a été mis en place par l'État et qui est destiné à apporter une réponse rapide et souple à des faits qui ne sont pas délictuels, donc quand il n'y a pas notamment des peines d'emprisonnement ou des amendes trop élevées, et qui consistent généralement à des troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité. Et il s'agit en réalité d'une procédure qui permet de faire une injonction verbale adressée donc par le maire dans le cadre de son pouvoir de police et notamment dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance mise en place. En fait, c'est un appel au civisme et une lutte contre les incivilités qui se traduit notamment d'une intervention. Donc le maire peut se voir déléguer un rappel en gros à l'ordre dans des cas de conflit de voisinage, en cas d'absentéisme scolaire, en cas de présence de mineurs dans les lieux publics à des heures tardives, en cas d'incivilité par des mineurs ou en cas de certaines nuisances sonores par exemple, dans le cadre donc du protocole qui est proposé par le parquet. Et donc j'ai rencontré monsieur le procureur de la République à ce sujet. Donc on a cette procédure qui est mise en place et qui complète le dispositif de prévention que l'on a développé notamment avec messieurs Cressin et Pilon dans le cadre du Conseil local de sécurité de prévention de la délinquance. Voilà, donc c'est un nouveau dispositif qui est un peu expérimental, mais bon, si ça peut être un outil en plus qui permet de désengorger, pas les tribunaux, mais en tout cas les procédures judiciaires,
cela peut être plutôt bien vu. On verra à la longue ce que ça donnera en pratique. Donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les termes du protocole, d'autoriser le maire ou son représentant à signer le protocole avec le procureur de la République ainsi que tout document afférent. Et avant de vous inviter à délibérer, y a-t-il des questions, des observations? Oui, madame. Bonsoir à toutes et à tous. Les élus municipaux de notre groupe s'interrogent sur la rigueur des échanges susceptibles d'entraîner le rappel à l'ordre. Rien ne dit qu'il devrait s'appuyer sur un rapport d'information circonstanciée établi par la police municipale, dans lequel sont clairement consignées toutes les informations attestant de la réalité des faits et de l'identité précise des protagonistes. Et ce, afin d'éviter que des mesures de rappel à l'ordre puissent être ordonnées sur la base de simples dénonciations ou de faits insuffisamment objectifs. D'ailleurs, nous sommes toujours dans un état de droit, même s'il est trop régulièrement remis en cause par des lois liberticides. Le principe du contradictoire est la base du respect des droits des individus, mais rien ne le garantit dans ce dispositif. J'ai bien entendu ce que vous dites, mais dans tous les cas, il y a une fiche type qui est mise en place par le parquet et qui permet de cadrer les choses. Dans tous les cas, c'est pas une sanction pénale. C'est une injonction et c'est une discussion avec l'autorité du maire qui permet d'apaiser parfois certaines situations, de trouver des solutions. Encore une fois, les faits cités sont des faits d'absentéisme d'un enfant, par exemple, à l'école, des incivilités qui auraient été constatées, des troubles du voisinage un peu constants, des nuisances sonores. Donc en fait, ce ne sont pas des délits. Je suis pas juge, chacun son rôle, évidemment, et en tant qu'avocat, je serai le premier à le défendre, soyez-en assurés. Donc voilà, mais c'est un dispositif qui est proposé par l'État. Il est proposé de le tester et de voir ce que cela peut donner en pratique. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? 2 voix contraires? 4 voix contraires? Ok. Des abstentions? Merci. Je passe au point suivant, le point numéro 4. Monsieur David Crescent sur la charte de confidentialité pour l'échange d'informations en matière de prévention de la radicalisation. Oui. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Le point numéro 4, charte de confidentialité pour l'échange d'informations en matière de prévention de la radicalisation. Dans le cadre de leur responsabilité en matière de politique de prévention de la délinquance, les maires sont fondés à accéder à certaines informations confidentielles, je dis bien confidentielles, échangées au sein des CLS-PDR. Les échanges d'informations entre l'État et les maires peuvent être à caractère général, nominatif et confidentiel. Ils sont conditionnés par la signature préalable d'une charte de confidentialité, signée par les communes disposant d'un groupe de travail restreint au sein du CLS-PDR. Donc c'est un dispositif qui reste totalement confidentiel dans le cadre de la prévention. Pour rappel, la ville de Neuilly-sur-Marne a créé 2 groupes de travail répondant à des besoins de confidentialité, à savoir le groupe mineur et le groupe bailleur. Cette charte permet de mieux informer le maire sur les risques terroristes, de favoriser le signalement et d'accentuer les actions de prise en charge sociale et de préciser les modalités d'échange d'informations confidentielles. Il nous est demandé de bien vouloir approuver la charte de confidentialité que vous trouverez en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette charte. Nous sommes invités à délibérer. Merci Monsieur Crescent. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 5 sur le protocole de signalement de suivi des dossiers concernant les élus municipaux et des relations avec la ville de Neuilly-sur-Marne par M. Jérôme Pilon. Ça fait partie du package qui a été proposé par le procureur de la République. À vous Jérôme. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues. Il nous est proposé à travers cette délibération de passer un protocole de signalement
entre la ville, le maire, les élus et le parquet, représenté par le procureur de la République, comme le recommande la circulaire du ministère de la Justice du 7 septembre 2020, dans l'objectif de développer l'échange d'informations. Au vu des situations de tension et parfois de violence auxquelles les élus sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions, les pouvoirs publics ont souhaité renforcer la collaboration entre les institutions par des dispositions plus réactives. Cette démarche se traduit par 3 mesures. La première, par un traitement judiciaire rapide et efficace des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif. La deuxième, par un renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales qui les concernent et l'assurance d'un soutien renforcé de la victime. Et la dernière mesure concerne la poursuite des actions d'information sur le fonctionnement de la justice. Toutes ces mesures permettront à la victime de bénéficier, si elle le souhaite, d'une action informative régulière de la part du parquet en fonction de l'avancée de la procédure, dans le respect bien sûr du secret de l'enquête et de l'instruction. Le présent protocole prévoit donc d'une part des procédures spécifiques par la saisine du parquet par le maire afin d'agir avec efficacité en cas de procédure et d'autre part, il prévoit la possibilité d'effectuer des demandes d'informations relatives aux attributions du maire en sa qualité d'officier de police judiciaire. En cas d'urgence, le parquet ouvre des voies de communication plus accessibles à travers notamment l'ouverture d'une boîte mail spécifique mais aussi à l'aide d'une ligne téléphonique dédiée pour les situations qui le nécessitent. Le maire pourra signaler au parquet un cas d'incivilité ou de délinquance sur le territoire communal. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les termes du protocole joint en pièce annexe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit protocole avec le procureur de la République ainsi que tout document s'y référant. Nous sommes invités à délibérer. Merci Monsieur Pilon. Je pense que dans une période où la violence verbale et physique augmente contre notamment les élus, mais pas seulement, et où les symboles de la République sont attaqués, il est important de ne pas laisser ces actes prendre du terrain. Y a-t-il des questions, des observations ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Je crois, Monsieur Pilon, vous gardez la parole pour le point numéro 6. Sur l'action de prévention, la convention avec l'association Aurore. C'est bien cela. Alors, lors du conseil municipal du 8 septembre 2021, l'Assemblée délibérante a autorisé la signature d'une convention de partenariat avec l'association Aurore. Il s'agissait alors d'encadrer la mise en œuvre d'une permanence Jeunes et Sexualité 93 sur rendez-vous avec des professionnels relevant de l'aide sociale à l'enfance, de la police, de la justice, de l'éducation nationale et de la ville autour de sujets relatifs aux adolescents en difficulté et d'une formation à destination de ces professionnels afin de renforcer leurs compétences et leur savoir-être face aux conduites à risque et notamment aux situations de déviance à l'adolescence. Cette convention s'inscrit dans notre souhait de poursuivre le renforcement de notre réseau partenarial en matière de prévention des conduites à risque, dans le prolongement des axes de travail que nous avons pu définir dans le cadre de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et des sécurités et des actions de prévention menées dans les collèges de la ville. À travers son action intitulée Astéria, l'association Aurore souhaite s'adresser aux jeunes, filles et garçons, mineurs ou jeunes majeurs, adoptant des conduites à risque, à leurs familles et aux professionnels confrontés à ces mêmes problématiques. Depuis quelques années maintenant, l'association accorde un intérêt particulier notamment à la question des conduites déviantes des mineurs et des jeunes majeurs, mais aussi à la démarche de construction avec les jeunes, leurs familles et les accompagnants médico-sociaux pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins et améliorer leur santé physique, mentale et sociale. Les conduites à risque sont diverses. L'association suit essentiellement le michetonnage, c'est-à-dire les comportements prostitutionnels. Aujourd'hui, la convention est arrivée à échéance. Le bilan de cette première année est très positif. Je vous laisse le parcourir dans les pièces annexées à cette présente délibération. Il est ainsi proposé de reconduire le partenariat, mais également de l'enrichir en y ajoutant en permanence, qui, je le rappelle, se tiennent le 3e mardi du mois, de 14h à 17h au centre social Louise Michel. Donc, une nouvelle session de formation destinée au personnel de la PMI Henri Dunant, mais aussi aux bailleurs sociaux, acteurs de proximité de première ligne. Un groupe de parole parents confrontés à des conduites à risque de leurs enfants et enfin un accompagnement des équipes éducatives de la commune dans des actions de prévention.
Aujourd'hui, l'association participe aux nombreux groupes de travail coordonnés par la ville dans le cadre de son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. En contrepartie, la municipalité s'engage à mettre à disposition de l'association les installations dont elle a besoin et à verser la somme de 2 000 € pour le règlement de la formation destinée aux professionnels. Au regard des éléments exposés, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec l'association Aurore. Les élus sont invités à délibérer. Merci beaucoup, monsieur Pilon. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Gendard, à vous pour l'avenant numéro 2 au contrat de ville. Soyez convaincante, vous êtes en compétition avec la Coupe du Monde. Bonsoir, messieurs, dames. Le contrat de ville de Neuilly-sur-Marne a été signé avec ses partenaires le 16 décembre 2015. Un premier avenant a été nécessaire en juin 2019 afin d'acter le transfert de la compétence politique de la ville à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Aujourd'hui, la loi de finances 2022 prévoit la prolongation des contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que toutes les mesures fiscales associées. Les conventions de gestion urbaine et sociale de proximité et des abattements de la taxe foncière sur les propriétés bâties liées à ces dernières sont également prolongées jusqu'au 31 décembre 2023. Il nous est donc proposé un second avenant pour modifier la durée du contrat, mais également intégrer le bailleur social Logirep à la liste des signataires. Nous sommes invités à autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant. Il nous appartient d'en délibérer. Merci Madame Gendard. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Le point, du coup, 8 a été retiré. Donc le point numéro 9, Madame Joëlle Mozig, en qualité de première adjointe et de conseillère métropolitaine sur le contrat métropolitain de développement Centre-Ville Vivant. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la seconde édition du programme Centre-Ville Vivant, la ville de Neuilly-sur-Marne a déposé un dossier de candidature afin de redynamiser son centre-ville. La métropole du Grand Paris a ainsi accordé à la ville une subvention de 500 000 € pour le dispositif d'accompagnement et de suivi stratégique et logique Centre-Ville Vivant. Les financements détaillés dans la convention qui vous a été transmise sont répartis en investissement et en fonctionnement. Le coût total des projets est estimé à 1 million d'euros et seront donc subventionnés à la hauteur de 500 000 € par la métropole du Grand Paris. Et il nous est donc demandé d'approuver le contrat métropolitain de développement Centre-Ville Vivant et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le dit contrat métropolitain avec la métropole du Grand Paris et tous les documents y afférents. Nous sommes invités à délibérer. Merci beaucoup, Madame Amozig, et je tiens à saluer l'action de l'ensemble des élus, notamment Madame Pérouse, Monsieur De Chauvigny, Monsieur Slimani, et l'ensemble des élus qui travaillent sur la dynamisation du centre ancien pour en faire un véritable centre-ville. D'ailleurs, nous avons reçu il y a quelque temps le Coquelicot d'Or, c'est ça ? Coquelicot d'Or pour l'action menée pour le développement de notre centre ancien. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 2 abstentions? 4 abstentions? Oh, bon. Très bien, surprenant. Et c'est pour le développement du centre-ville? Bon, après, posez des questions si vous... Bon, libre à vous de voter, évidemment, comme vous le souhaitez. Madame Cissé, sur l'aide d'urgence et la remise de cartes alimentaires. Bonsoir à tous. Dans le cadre de ces actions en faveur des familles en situation de grande précarité, la ville met en place une aide exceptionnelle sous forme de cadre alimentaire. Il s'agit de délivrer une carte d'achat d'un montant de 50 € aux personnes orientées par les travailleurs sociaux du CCAS, du Centre social Louise Michel, du service du logement, du service jeunesse insertion, du département et par l'intervenante sociale au commissariat. Ce dispositif est exclusivement réservé pour des besoins de première nécessité, alimentaire, hygiène, produits pour les bébés. Je précise que les cartes alimentaires seront remises après examen des situations individuelles urgentes adressées par les travailleurs sociaux. Il nous est demandé de bien vouloir autoriser monsieur le maire, après examen des situations individuelles urgentes adressées par les travailleurs sociaux, à remettre ces cartes alimentaires. Nous sommes invités à délibérer sur les mesures présentées.
Merci beaucoup, Madame Cissé. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, numéro 11, Madame Amar, convention pour le programme de réussite éducative. À vous. Bonsoir à toutes et tous. Le programme de réussite éducative est dorénavant rattaché au Centre communal d'action sociale. Le CCAS prend ainsi en charge la réussite éducative des enfants scolarisés dans la commune en partenariat avec l'État et les services de l'éducation nationale. Afin d'encadrer les missions confiées à la commune et leurs modalités de financement, il est nécessaire de signer une convention entre la ville et le CCAS. Convention qui vous a été transmise en annexe à la présente délibération. Il nous est proposé d'approuver les termes de la convention ci-jointe et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Nous sommes invités à nous prononcer. Merci beaucoup, Madame Amar. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 12, Madame Lacroix, sur les groupements de commandes dans le cadre des marchés publics. Le micro. Bonsoir. La réglementation permet aux collectivités territoriales et établissements sociaux de constituer des groupements de commandes pour passer conjointement des marchés publics. Pour mémoire, la ville et le CCAS sont liés par une convention de groupement de commandes pour les marchés suivants: achat et maintenance de matériel d'impression, fourniture de mobilier, fourniture de carburant et services connexes, fourniture de bureaux et de papeterie, fourniture de papier. Pour poursuivre le recours à la mutualisation, optimiser l'efficacité économique de l'achat et limiter les refacturations entre les deux entités, il est nécessaire de reconduire le groupement de commandes relatives à ces marchés publics. La convention portée en annexe vous a présenté les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement. Ainsi, la ville est désignée coordinateur de groupement et aura la charge de mener la procédure de passation des marchés. Il nous est donc proposé d'approuver la convention de groupement de commandes entre la ville et le CCAS, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Nous sommes invités à délibérer. Merci beaucoup, Madame Lacroix. Y a-t-il des questions, des observations? Non, c'est technique. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Non. Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lepont, sur les deux décisions modificatives. Décision modificative budget ville et camping Neuilly-sur-Marne et Rives de Paris. En ce qui concerne en section de fonctionnement budget ville, il est proposé, eu égard à l'augmentation de l'énergie, la projection établie par les services pour 2022 annonce un besoin budgétaire estimé à plus de 2 millions d'euros, 2 087 000 pour être précis, pour terminer l'année. La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une dotation de l'État. Un premier versement de la DGFiP nous a été annoncé à hauteur de 390 379 euros pour 2 087 000 de dépenses. La décision modificative intègre également l'ajustement FCCT, Fonds de compensation des charges territoriales, suite à la validation du rapport de la CLECT. Et en ce qui concerne l'investissement, il y a 1 251 191 d'ajustements de compte à compte entre les comptes et le trésor public. Ce sont des ajustements de compte à compte qui n'ont absolument aucune incidence financière.
Et il s'agit également, dans les ajustements de fin d'année, d'effectuer un virement de crédit au profit de Camping Neuilly-sur-Marne, Rive de Paris, afin d'acquérir et de finaliser l'aménagement du dit camping conformément au conseil du 30 juin dernier. Vous trouverez tous les détails en annexe. En ce qui concerne le camping Rive de Paris Neuilly-sur-Marne, bien c'est l'opération inverse, ajustement de la subvention d'investissement pour l'aménagement du dit camping. Là encore, je vous invite à vous rapporter à la note qui vous a été donnée. Il appartient à l'Assemblée de délibérer sur ces deux décisions modificatives présentées. Merci, Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 4 abstentions. Merci, Monsieur Bonnet-Mayer. À vous pour les admissions en non-valeur pour le port de Plaisance. Bonsoir à tous. En juin 2019, la municipalité a signé avec la trésorerie de Noisy-le-Grand une charte relative aux modalités d'appurement des créances soumises à l'approbation du conseil municipal. Le trésorier a ainsi communiqué le 13 octobre 2022 la liste des admissions en non-valeur sur le budget annexe du port de Plaisance. Le montant s'élève à 3 976,42 € et se compose de valeurs entre 2012 et 2014 et concerne 2 personnes physiques ayant fait l'objet d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Il est demandé à la commune de constater en 2022, en admission en non-valeur, le montant de 3 976,42 € prévu au budget primitif. Il nous appartient d'en libérer. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet-Mayer. Y a-t-il des questions, des observations? Il s'agit des créances irrécouvrables. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lepont, vous reprenez la parole sur les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2023. Rebonsoir. Comme chaque année, dans l'attente de l'adoption du budget primitif de l'année à venir, donc 2023, et en application de l'article L 1612-1 du CGCT, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d'investissement dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, c'est-à-dire 2022, selon le tableau détaillé dans les documents que vous avez reçus. Il est demandé à l'Assemblée d'en délibérer. Merci, Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 4 abstentions. C'est noté. Alors, Monsieur Denis, mais avant de commencer ce point, donc le versement par 12e de subventions aux associations pour être conforme aux règles de transparence de la vie publique et de lutte contre les conflits d'intérêts, je demanderai à toutes celles et ceux qui seraient eux-mêmes membres d'une des associations qui sont indiquées dans la délibération ou qui auraient un conjoint ou des enfants éventuellement qui seraient adhérents de l'une des associations de bien vouloir quitter la salle et pour ne pas prendre part au vote, enfin au débat et au vote. Merci. Donc Monsieur Denis, enfin tout le monde a pris connaissance des associations. À vous. Non. Attends, c'est... Ah, ok. Non, ils sont pas dedans. Si? Non. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'attente du vote du budget 2023, certaines associations ont demandé le versement d'acomptes mensuels afin de pallier leurs difficultés de trésorerie, et ce, dans la limite d'un 12e de subvention inscrite au budget primitif 2022. Pour les associations dont le montant de subvention demandé est supérieur à 23 000 €, une convention d'objectifs définit les actions financées et les modalités de versement conformément à la circulaire du 18 janvier 2010. Les associations concernées sont les suivantes: l'archerie, l'OCN, la natation, le ski nautique, le tennis de table, le football, le rugby, le patinage artistique, la mission locale de la Marne-au-Bois, le handball, patinage de vitesse, l'athlétisme,
le club gymnique, le hockey sur glace, basket, l'association Neuilly Loisirs et l'amicale du personnel communal. D'autre part, le conseil municipal souhaite que le centre communal d'action sociale puisse bénéficier de cette disposition. Les élus siégeant au conseil d'administration... Il est demandé au conseil municipal de verser des acomptes mensuels dans la limite d'un 12e de subventions inscrites au budget primitif 2022, dans l'attente du vote du budget 2023. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions d'objectifs avec les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 euros, d'approuver le versement par 12e des subventions aux associations citées ainsi qu'au centre communal d'action sociale, et de s'engager à porter au budget primitif 2022 le montant des subventions ainsi attribuées. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Denis. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité des personnes qui peuvent prendre part au vote. Messieurs, dames, vous pouvez rentrer. Monsieur Lepont, sur la fixation du fonds de compensation des charges territoriales. Décidément, ce conseil est très tourné vers le budget. On le prépare. Hein. Alors, le territoire Grand Paris Grand Est exerce désormais et depuis 2016 certaines compétences telles que l'assainissement et l'eau, la gestion des déchets ménagers, l'aménagement, etc. Il revient alors à la Commission locale d'évaluation des charges territoriales, la CLECT, de fixer le montant des ressources nécessaires au financement des compétences exercées par le territoire et d'en définir au profit de ce dernier le montant destiné à leur financement. Alors, après un an de débat, de réunion à n'en plus finir, puisque nous avons remis complètement sur la table le détail de toutes les dépenses qui avaient été faites depuis 2016, nous avons réussi à obtenir une baisse, une mise à niveau substantielle de la CLECT et une baisse qui s'établira donc à 580 595 € pour 2023 et 577 821 pour les années à venir. Je vous propose d'aller regarder un petit peu ce qui va se faire pour les autres communes dans les 4 années qui arrivent. Certaines multiplient leurs taxes par 2. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant de cette participation pour les années 2023 à 2026 au montant que je viens de signaler. Il appartient au conseil d'en délibérer. Merci beaucoup, Monsieur Lepont. Comme vous l'avez dit, on est une des 2 seules communes du territoire Grand Paris Grand Est, donc des 14 villes de GPGE, à avoir un fonds de compensation des charges territoriales en baisse. C'est-à-dire que toutes les autres payent plus. Et ça veut aussi dire que la ville de Neuilly-sur-Marne a payé bien plus qu'elle ne devait pendant les dernières années. Et je tiens à saluer très chaleureusement le travail de monsieur le directeur général des services actuels et la directrice des finances, ainsi que l'ensemble des personnes qui ont travaillé dans chacune des équipes sur ce dossier qui nous a permis de négocier, de mener cette négociation à la fois sur le plan politique et sur le plan technique avec beaucoup de vigueur, et ce qui nous a permis d'aboutir à ce résultat qui est très satisfaisant. Donc on est une des 2 seules communes qui baisse, dont le montant baisse, alors que pour toutes les autres, comme vous l'avez dit, Monsieur Lepont, pour certaines, ça augmente de manière très significative, et peut-être qui contribuaient pas assez jusqu'à présent. Enfin, c'est le cas. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, donc, c'est l'adoption du rapport annuel des administrateurs de la ville au sein du conseil d'administration de la Séminoc. Donc, conformément à l'article L1524-5 du CGCT, les représentants du conseil d'administration de la ville de Neuilly-sur-Marne présentent un rapport annuel donc, qui a été présenté au conseil municipal donc, ce soir, avec les informations générales sur la Séminoc, les modifications des statuts, les informations financières, ainsi que tous les éléments sur la programmation, sur les comptes annuels, etc. Bon, le détail enfin le document est assez long. En résumé, sur la partie gestion locative,
il y a eu la livraison donc le 1er décembre 2021 du programme de la Séminoc qui avait été lancé il y a quelques années sur Charlotte-Périan. Il y a également un taux de rotation du patrimoine de la commune de 18% avec 6 sorties enregistrées sur la résidence Voltaire et une autre sur la rue des Poilus. La vacance financière s'est élevée à 69 000 € en 2021. Le montant des impayés à plus de 3 mois s'élève à fin 2021 à 484 000 € contre 413 l'année dernière. Donc on voit qu'il y a un creusement et des difficultés qui sont présentes. Le taux de travaux, les travaux de charges d'entretien courant sont en hausse, notamment à 1 060 000 €, donc bien plus qu'en 2020 où c'était à 724 000 €. Donc un montant important investi par la Séminoc pour entretenir son patrimoine. Qui, comparativement à d'autres bailleurs, agit en bon père de famille sur son patrimoine. Et sur la requalification, il a été possible notamment d'acquérir une parcelle manquante sur la rue Théophile Gobert. Donc c'était une histoire de succession qui était un peu difficile. Et les programmes qui étaient prévus, qui sont remodelés évidemment sur la ZAC de Maison Blanche et qui ont été présentés notamment lors des conseils de quartier. Sur les données comptables et financières, la Séminoc tient une comptabilité analytique qui permet de présenter un compte d'exploitation de chaque résidence. Je le détaille pas, vous avez tous les documents. En tout état de cause, il y a eu un résultat qui a progressé en 2021 qui est lié à la vente des appartements qui avaient été construits derrière rue François Mauriac, donc derrière Auchan. Et donc, ce qui a généré les recettes après des années où effectivement il n'y avait pas ces recettes. Et je termine avec le commissaire aux comptes qui a examiné, donc agréé, qui a examiné les comptes de la Séminoc et qui a soumis les différents rapports qui sont annexés à la délibération, avec le rapport général qui précise la sincérité et la concordance des comptes annuels avec les informations données dans le rapport de gestion, et un rapport spécial qui vise notamment les conventions réglementées. Donc ce sont les conventions qui sont conclues entre la Séminoc et la ville de Neuilly-sur-Marne. Donc il faut faire une publicité particulière là-dessus. Donc je précise rapidement. Donc la convention et son avenant pour l'enregistrement des demandes de logement et la gestion du numéro unique. La convention de mise à disposition par la ville à la Séminoc de bureaux de place François Mitterrand, donc avec une redevance, évidemment ce n'est pas gratuit. La location de la résidence Voltaire, donc derrière Buffalo, avec un loyer qui est indiqué. L'allocation de 11 logements communaux qui sont gérés par la Séminoc et le bail à construction concernant la résidence Pasteur 2 qui court depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, je pense. Ouais, au moins. Plusieurs dizaines d'années, ouais. Donc il est proposé aux élus d'approuver le rapport annuel des administrateurs de la Séminoc établi au titre de l'année 2021, de l'exercice 2021. Est-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Ok. Merci. Et je tiens à remercier Monsieur le directeur général qui est présent, Monsieur Nutin, pour son travail de fond et tous les chantiers qui sont menés avec beaucoup d'implication. Merci beaucoup, Monsieur Nutin, et à toutes vos équipes. Je passe au point numéro suivant, Monsieur Morera, sur le point 19, donc la redevance d'occupation provisoire du domaine public, le transport de distribution, et la distribution d'électricité et de gaz. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Les communes perçoivent une redevance pour l'occupation permanente du domaine public, pour les réseaux de transport d'électricité et de gaz, dont le plafond maximal est défini par décret. Un décret de 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public, par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer une redevance pour occupation provisoire du domaine public. Il nous est demandé d'instaurer les redevances pour occupation provisoire du domaine public conformément au décret, de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public communal
pour les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et de gaz au taux de 100% du plafond prévu par le décret. De donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou à son adjoint pour mettre chaque année en recouvrement cette redevance. Nous sommes invités à délibérer sur les mesures présentées. Merci Monsieur Moreira. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 20. Donc Monsieur Timofté, l'avenant à la convention d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'infrastructures publiques de recharge de véhicules électriques. À vous, Monsieur Timofté. Merci Monsieur le maire, chers élus. Alors, le conseil municipal, autorisé par sa délibération du 20 janvier 2021, la signature d'une convention d'occupation du domaine public afin d'installer et d'exploiter d'infrastructures publiques de recharge pour les véhicules électriques. Il s'agit de la convention avec la métropole du Grand Paris et la société Métropolis, l'exploitant. Alors, dans ce cadre, une station de recharge express pour 4 véhicules électriques a été installée sur boulevard Aristide-Briand en 2021. Les textes normalisant les stations de recharge dites à haute puissance ont depuis évolué et ces stations doivent dorénavant disposer d'un minima d'un connecteur combo 2 et d'un connecteur de type 2. Donc, afin de rendre l'installation conforme à ce texte, il est nécessaire de rajouter un 5e point de charge. Pour rappel, la mise à disposition de cette place de stationnement supplémentaire donnera lieu au versement à la ville d'une redevance de 5 000 €. Il est donc proposé d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention existante d'occupation de domaine public pour l'installation et l'exploitation d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Bien évidemment, il y a une annexe qui est jointe, d'autoriser également Monsieur le maire ou son représentant à signer l'audit avenant. Et donc, nous sommes invités à nous prononcer sur le point. Merci Monsieur Timofté. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Madame Ovaldé, à vous pour la convention tripartite pour l'ouverture d'une unité d'enseignement externalisée. Bonsoir à tous. L'hôpital de jour Les Hirondelles, intégré à l'établissement public de santé de Villévrard, souhaite ouvrir une unité d'enseignement externalisée au sein de la maternelle des Fleurs afin de pouvoir accueillir en petits groupes 4 à 6 élèves, des élèves porteurs de troubles autistiques. Le projet, co-construit entre l'hôpital de jour Villévrard et les services de l'éducation nationale, vise à permettre aux élèves accueillis de poursuivre leur scolarité en milieu ordinaire dans le cadre privilégié, tout en proposant des aménagements répondant à leurs difficultés et avec un encadrement spécialisé. La ville met à disposition une salle au sein de l'école maternelle. Le projet de convention joint en annexe vous détaille le projet pédagogique et les engagements réciproques des différentes parties. Il nous est donc proposé d'approuver les termes de la convention présentée ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention. Il nous appartient d'en délibérer. Merci Madame Ovaldé, je tiens à vous remercier ainsi que l'ensemble des personnes de l'hôpital de Villévrard qui ont permis de mettre en place ce dispositif qui est très bien et notamment les équipes médicales, le docteur Pompuy et l'ensemble des équipes que je salue au passage et je précise à l'Assemblée qu'il y a une nouvelle directrice pour l'hôpital de Villévrard qui est arrivée depuis le 2 novembre du coup. Et avec laquelle nous travaillons évidemment sur l'avenir de cet hôpital qui est stratégique, qui était aussi historique à Neuilly-sur-Marne et dont l'histoire se mêle à celle de la ville. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions?
évidemment unanimité et je vous en remercie pour ce point. Monsieur Slimani, le point numéro 22, enfin 20 et 22 numéroté, mais 21 en réalité puisqu'on a retiré un point. Donc l'avis sur le règlement local de publicité intercommunale. Bonsoir à tous. Grand Paris Grand Est est compétent en matière de plan local d'urbanisme et par extension en matière de règlement local de publicité intercommunale RLPI. 9 des 14 communes du territoire disposent d'un règlement local de publicité. Cependant, 6 d'entre eux sont anciens et sont devenus caducs au 13 juillet 2022. Face à ce constat, GPGE s'est engagé dans l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Le projet de RLPI se décline en 6 objectifs et 6 axes de travail. Il a été élaboré en concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées du territoire. Ce projet de règlement a été arrêté en Conseil de territoire le 11 octobre 2022 et sera soumis à enquête publique au printemps 2023. La note explicative, jointe en annexe, présente en détail le contenu du RLPI et ses étapes d'élaboration. Il nous est proposé de donner un avis favorable sur le projet de règlement local de publicité intercommunale RLPI de Grand Paris Grand Est. Merci beaucoup, Monsieur Slimani, également conseiller territorial. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame la première adjointe, convention, le point numéro 23, la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale de notre département. Pour accompagner le développement des missions de sa branche famille, la Caisse d'allocation familiale collabore avec les collectivités locales particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales. Elle entend aujourd'hui poursuivre son soutien aux collectivités qui s'engagent dans un projet de territoire en proposant une convention territoriale globale pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Cette convention territoriale globale matérialise également l'engagement conjoint de la CAF et de la commune à poursuivre leur appui financier au service des familles du territoire. Sur la commune, les équipements concernés sont les structures d'accueil des jeunes enfants, le lieu d'accueil enfants-parents Louise Michel, le relais petite enfance et les ALSHCLMI périscolaires et extrascolaires. Bon. Alors, il y a aussi un avenant donc un avenant qu'on appellera bonus convention territoriale globale pour les établissements d'accueil des jeunes enfants. Ce bonus est donc issu des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et jeunesse visant à favoriser le maintien de l'offre par l'encouragement à la poursuite des cofinancements publics, poursuivre l'encouragement au développement en prenant appui sur les projets de territoire qui incarnent donc cette convention territoriale, en tenant compte de la richesse du territoire. En cas de développement de l'offre, le bonus territoire, attribué pour les places nouvelles cofinancées par la collectivité locale, sera ainsi modulé en fonction de la richesse du territoire. Modalité de calcul du bonus, cette modalité figure donc au tableau qui a été joint et qui vous a été donc transmis. Pour le relais petite enfance, il y a aussi donc cet avenant bonus, c'est-à-dire qui a pour objectif de maintenir un système favorable au développement des relais pour améliorer leur maillage territorial, renforcer leur rôle d'animation et permettre une meilleure solvabilisation des relais existants les moins financés par la branche. Ce financement du bonus territoire est accordé dans la limite de l'offre existante qui s'élève pour l'année de référence de la présente convention à 1,20 € équivalent temps plein d'animateur, soit 14 174,58 €. Il nous est donc proposé de bien vouloir, dans un premier temps, approuver les termes de la convention territoriale globale et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer, et ensuite d'approuver les termes des avenants instituant le bonus pour les établissements d'accueil des jeunes enfants et pour le relais petite enfance et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à les signer. Merci beaucoup, Madame la première adjointe. Y a-t-il des questions ou des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Madame Christine Personne sur la Convention pour la gestion d'activités de la PMI et de la planification familiale. À vous. Bonsoir à toutes et à tous. La Convention de délégation pour la gestion des activités
et de planification des centres de PMI Pierre Rouquès et Henri Dunant, signé entre la ville et le département, est arrivé à échéance. Afin de poursuivre la continuité des services et des financements définis dans la convention, le département propose une nouvelle convention pour couvrir la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Pour rappel, il est convenu que Neuilly-sur-Marne et le département coopèrent aux actions de santé publique suivantes: la protection infantile, la planification familiale, la protection maternelle, les modes d'accueil, la protection de l'enfance. Le département financera pour l'année les postes et les activités visées dans la convention. Il nous est demandé de bien vouloir approuver ladite convention de délégation et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Nous sommes invités à en délibérer. Merci beaucoup, Madame Personne. Y a-t-il des questions ou des observations? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, donc le point numéro 25. Monsieur Soronellas, sur la mission de médiation préalable obligatoire avec le CIG, donc le Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne. Bonsoir, chers collègues. Avec cette délibération, nous sommes plongés dans le bon management des personnels communaux, mais vous verrez que ça concerne des principes généraux, c'est la médiation. Alors, médiation qui est un service proposé par le CIG. Le CIG, c'est le Centre intercommunal de gestion. C'est une structure qui nous permet de mutualiser des compétences, d'acquérir des expertises plus larges, parce que nous n'avons pas toujours toutes les expertises dans les communes. Et en l'occurrence, le CIG, en 2018, a proposé des missions de médiation de manière à éviter que les conflits, en gros, s'enveniment. On a au CIG l'expertise en CAP, en commission administrative paritaire, en conseil de discipline, et on voit combien il y a des phénomènes d'emballement lorsqu'il y a conflit ou contentieux, et qu'il faut trouver un tiers, ça s'appelle un médiateur, qui permette à la fois d'écouter les uns et les autres, de calmer le jeu, de ramener des éléments rationnels tout en gérant les questions émotionnelles, et ainsi ne pas aboutir à des situations de blocage ou à obérer le futur, parce que lorsqu'il y a conflit, il y a toujours un futur pour les personnels ou pour la ville. Cette convention existait en 2018, elle était expérimentale. Aujourd'hui, ça devient une offre de service de la part du CIG. C'est vrai pour des conflits avec les juridiques ou avec les personnels. Cette idée que lorsqu'on est en conflit, on fait appel à quelqu'un d'autre qui a une autre expertise, un autre regard, est un élément important dans les relations d'équipe ou dans les relations professionnelles de manière générale. Et ça évite d'aboutir à des décisions d'ordre juridique qui, en général, insatisfont tout le monde. Et je peux le constater dans les conseils de discipline, combien, malheureusement, des situations d'emballement aboutissent à des absurdités de chaque côté, et beaucoup d'énergie perdue, et beaucoup de tristesse de la part des personnels ou des managers. Je vous invite donc à délibérer sur cette délibération. Merci, Monsieur Soronellas, pour cet exposé que vous avez très bien présenté. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur Lepont, le recensement de la population pour 2023. Recensement de la population, conformément à la loi relative à la démocratie de proximité, la commune prépare et réalise l'enquête de recensement, ce comme tous les ans. La prochaine collecte se déroulera du 19 janvier au 23 février 2023. La désignation de 6 agents recenseurs et de leurs conditions de rémunération sont de la seule responsabilité de la commune. En contrepartie, la ville reçoit de l'État une dotation forfaitaire de 6 502 €. Nous reproduisons les décisions qui avaient été prises l'an passé en matière de rémunération de ces agents. Il est donc proposé au conseil municipal de reprendre les sommes et montants décidés l'année dernière,
détail est joint dans vos dossiers. Il est donc proposé au conseil municipal de valider ce détail, d'autoriser la création de 6 postes pour le recrutement des agents recenseurs, de désigner la responsable du service des affaires générales ou son adjoint comme coordinatrice communale pour mener les opérations de recensement de la population, de fixer la rémunération des agents recenseurs en application de la grille tarifaire précédente. Il appartient au conseil municipal d'en délibérer. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Y a-t-il des... Enfin, pardon, avant de mettre aux voix, y a-t-il des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le numéro 27 sur l'ordre du jour. Donc, modification des représentants et des représentations au sein des instances. En date du 28 février 2022, le conseil municipal avait désigné M. Trigance dans différentes instances dans le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes commissions. Donc commission urbanisme, patrimoine vert, bâtiment public, développement durable, finances, vie citoyenne, la CDSPL et la CAO en qualité de membre suppléant. Suite à la démission de M. Trigance et en application de l'article L2121-22 du CGCT, les sièges sont laissés vacants et donc doivent échoir à un autre membre de la même liste. L'Assemblée est invitée à délibérer. Oui, M. Amache, qui se présente chez vous? Poste pour poste, hein, c'est M. Abderrazak Ben Saïd, voilà, tout à fait. Mais je voudrais rajouter une remarque, c'est dans la fonction membre suppléant, on s'est replongé dans les désignations et M. Trigance était titulaire. Sur ces... Je suis pas sûr que c'était le cas sur tous les... Enfin, je pense qu'il y en a peut-être... On vérifie ça. En tous les cas, on note que de votre côté, M. Trigance est remplacé par M. Ben Saïd. C'est ça? Tout à fait. Ok. Bon, pour la délibération, on vérifie le point et évidemment, on fait en fonction. Les autres... Enfin, donc c'est à vous qui revient de désigner. Y a-t-il des voix contraires? Enfin, vous approuvez, j'imagine. Ouais. Et abstention, bon, on s'y oppose pas. Le point suivant, le partenariat avec l'amicale du personnel communal, Monsieur Lepont. La commune de Neuilly-sur-Marne et l'association de l'amicale du personnel communal ont signé le 4 janvier 2021 une convention d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise en place des œuvres sociales à l'attention du personnel de la collectivité. La politique sociale à destination du personnel communal s'articule autour des thèmes suivants: événements heureux, moments difficiles, accès à la culture et aux loisirs, aide aux vacances, aide au séjour des enfants, aide aux enfants pendant l'année. Afin d'adapter ces thèmes à la situation financière des agents, un système des tranches d'imposition est instauré pour ces 6 prestations. Pour mettre en œuvre ces prestations, la commune met à disposition un agent à temps plein et des locaux. L'aide financière apportée par la ville sera de 2 ordres, une subvention pour financer le coût de l'agent mis à disposition de l'amicale, ainsi qu'une subvention de 200 000 € par an pour financer les œuvres sociales. Le budget de 200 000 € alloué aux œuvres sociales est pris en charge comme suit: la ville à hauteur de 179 000 €, le CCAS à hauteur de 21 000 €. Deux points. D'une part, un avenant à la convention de partenariat concernant 2021-2022 pour la dernière période, la fin de 2022. Vous avez derrière un tableau détaillant la répartition par tranche des remboursements des différents événements. Et également, en ce qui concerne la reconduction du partenariat avec l'amicale du personnel communal pour 2023 et 2024,
On repart sur des bases quasiment identiques, avec l'allocation d'un budget de 200 000 € par an pour 2023 et 2024 répartis entre la ville et le CCAS de la même manière, et la mise à disposition d'un agent communal au profit de l'association. Il est demandé aux élus de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions jointes à la présente délibération pour la mise en place des œuvres sociales à destination du personnel communal avec l'amicale du personnel communal de Neuilly-sur-Marne, pour la mise à disposition d'un agent communal au profit de l'association, tant pour l'avenant pour 2022 que pour la convention 2023-2024. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 29. Monsieur Soronella, sur la mise en œuvre du télétravail. Eh bien, je redouble, chers collègues. Donc encore du bon management et du management un peu innovant. Les questions du télétravail ont surgi, je dirais violemment, dans ces 2 dernières années. Et finalement, le besoin existe. Et nous créons les conditions, après consultation bien sûr du comité technique et négociation avec les organisations syndicales, de créer les conditions donc des collègues de la ville puissent télétravailler chez eux ou pas forcément sur d'autres lieux. Nous leur fournissons les moyens avec une organisation plutôt 2 jours de télétravail maximum et 3 jours en ville, en mairie, pardon. Je souligne qu'au-delà des gens qui télétravaillent, cela modifie aussi les manières de manager et donc ça concerne également des problématiques que le directeur général des services et ses équipes ont à traiter. C'est pas simple, c'est comment on arrive à gérer des équipes qui sont proches, plus loin, etc. Et c'est une vraie transformation culturelle. Je pense que nous avons encore quelques avancées à faire sur le sujet, mais en gros, nous allons avoir les conditions de vivre cela avec nos collègues et d'en tirer toutes les conclusions sur ce qu'il est possible ou pas, ou autre. Il y a même des conditions un petit peu indemnitaires, qui sont des conditions réglementaires que nous attribuons. C'est pas une obligation, mais c'est quand même pas plus mal. Et donc voilà, une modalité de travail qui doit permettre à la fois de servir les usagers mieux, de faire que nos personnels travaillent plus confortablement, plus agréable. Alors ça s'appelle en management la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on veut bien s'occuper des citoyens parce qu'on s'occupe bien aussi des personnels qui travaillent en leur direction. Il ne reste plus qu'à faire et nous avons, je crois, l'unanimité des organisations et des personnels pour voir comment cela va fonctionner et nous en tirerons évidemment le bilan. Et moi, je suis très content de présenter ce genre de choses parce que réellement, on est en train de transformer la culture et tant mieux. Merci Il vous beaucoup. appartient de délibérer, bien sûr. Merci pour ce plaidoyer et pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des observations? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant sur les recrutements. Donc il y a donc l'autorisation de pourvoir un poste par voie contractuelle. Il s'agit donc du poste de responsable de service des sports et de la vie associative par voie contractuelle pour une raison très simple, c'est que il y a eu une réorganisation du service il y a quelques mois et donc la personne en poste était déjà contractuelle et donc c'est la raison pour laquelle il est présenté cette délibération. Et le deuxième point, il s'agit du recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent en qualité du poste de responsable du service logement relevant de la catégorie hiérarchique B et du grade rédacteur à temps complet, dont la durée hebdomadaire de service est à 38 heures. Avec les spécificités qui sont indiquées, il s'agit d'une régularisation d'une situation existante. Voilà pour l'explication de texte qui ne figurait pas forcément, enfin qui méritait d'être présentée à l'oral. Y a-t-il des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 4 abstentions. Le point suivant, donc sur le personnel communal, toujours la modification de la liste des logements de fonction.
Donc, la commune dispose d'un parc de logements de fonction destiné aux agents communaux. Il y a un appartement qui est rattaché au club accueil des Bords de Marne. Il était mis à disposition d'un agent qui assurait les missions de gardienne de l'équipement, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Et donc, il est proposé de retirer ce logement de la liste des logements de fonction, étant donné le départ à la retraite de la dite personne que je salue pour son travail. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, monsieur Mache. Oui, s'il vous plaît. C'est pas la première fois du coup qu'on a délibéré sur cette situation-là, et tout le monde connaît la tension qu'il y a autour du logement social. Et donc sur cette situation-là, comme on ne connaît pas le devenir de ce logement, il y a plusieurs pistes sur lesquelles, mais qui ne sont pas indiquées dans ce point-là, notamment l'intégrer dans le parc du logement social, le cas échéant de l'attribuer à, en tout cas le transformer en logement passerelle, notamment pour les situations, les séparations, qu'on s'appelle les femmes qui sont obligées notamment de quitter le logement pour se mettre en sécurité. Donc ça n'est toujours pas, en tout cas, discuté dans le devenir ces points-là. Nous abstiendrons bien sûr sur ce point. Alors, pour répondre à votre interrogation, deux choses. La première, c'est que dès le début du mandat, nous avions mis en place des appartements d'urgence, de logements d'urgence, donc qui sont occupés notamment, principalement d'ailleurs, par des femmes qui sont en situation de détresse, notamment avec des enfants. On a eu plusieurs cas très difficiles qui permettent justement d'intégrer ensuite les personnes, de faire tampon et de les insérer sur des logements pérennes. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'un logement qui ne peut pas être transformé en logement social, puisqu'il s'agit d'un logement dans un équipement public. C'est le logement d'un gardien, d'une gardienne en l'occurrence, comme la gardienne part à la retraite, donc on le retire simplement de la liste des logements de fonction puisqu'il n'y a plus de gardienne. Donc voilà. Mais donc pour répondre à votre sujet de fond, on œuvre là-dessus et on a déjà mis en place un logement d'urgence, plusieurs logements d'urgence d'ailleurs, et on continue d'en faire la promotion pour qu'on puisse développer cette offre-là qui malheureusement devient de plus en plus importante. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? 4 abstentions. Alors, sur la modification du tableau des effectifs, vous avez le détail qui a été présenté en comité technique. S'il y a des questions, j'y réponds, mais sinon, non, pas de questions. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Et le point numéro 33, donc ce sont les décisions prises en application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Y a-t-il des questions ou des observations dessus? Non. Il est demandé d'en prendre acte si vous en êtes d'accord. Nous prenons acte. Il me reste à vous remercier pour votre présence ce soir et à vous donner rendez-vous pour un conseil municipal supplémentaire qui n'était pas prévu et donc qui est dû notamment à la mise en place des mesures sur la sobriété énergétique dans la commune de Neuilly-sur-Marne qui nécessite donc une délibération exceptionnelle compte tenu des retours des conseils de quartier. Donc ce sera le 9 décembre prochain, avant les fêtes de fin d'année. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et avant de vous quitter, je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à notre maestro du numérique qui est en face. Joyeux anniversaire.